Mesdames et messieurs, cette émission se poursuit, c'est l'heure de Parlons Gouvernance. Dans notre émission d'hier, nous avons parlé de la fonction du président de l'Assemblée nationale, son rôle, ses rapports avec ses collègues députés, les autres institutions de la République, mais aussi avec le président de la République. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le même sens et parler des autres postes du bureau de l'Assemblée nationale. Et notre consultant politique, Agapite Napoléon Mafourican, est déjà en plateau avec nous. Agapite Napoléon Mafourican, bonjour. Bonjour Cyr, bonjour à tous nos téléspectateurs sur les différentes plateformes. Alors, je le disais à l'entame de cette émission, hier nous avons parlé de la fonction du président de l'Assemblée nationale. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, si le président de l'Assemblée nationale dirige l'Assemblée nationale, préside les séances plénières, les réunions du bureau, de la conférence des présidents, alors quelle est donc la fonction du vice-président de l'Assemblée nationale, Agapite Napoléon Mafourican? Oui Cyr, l'Assemblée nationale a deux vice-présidents, le premier vice-président et le second. Les deux vice-présidents suppléent le président en cas d'absence ou en cas d'empêchement de celui-ci dans l'exercice de ses attributions suivant lors de leur élection. Donc, premier vice-président, deuxième vice-président. Donc, en cas d'empêchement ou d'absence, c'est d'abord le premier vice-président qui est là et après le second vice-président. Donc, globalement, c'est ça. Les vice-présidents ne sont pas exécutifs, ils n'ont pas d'attribution fixe. Ils sont juste là et jouent le rôle du président, notamment dans la direction de la plénière, en cas d'absence ou d'empêchement. Alors, l'absence peut être ponctuelle, l'empêchement peut être définitif. Alors, donc, en cas d'empêchement définitif, les groupes politiques de l'Assemblée avisent donc de l'élection ou pas de nouveau président. En entendant que la question donc de remplacement du président de l'Assemblée nationale se pose, c'est d'abord le premier vice-président qui exerce les attributions, donc dans l'ordre donc de leur élection. Justement, vous parlez de l'ordre de leur élection. Est-ce qu'il peut arriver que le président choisisse d'enfreindre à cet ordre-là? Non, pas du tout. Le président ne peut pas dire, bon, je voyage, je délègue le deuxième vice-président pour assurer mon intérim. Non. Tant que le premier vice-président est là, le règlement intérieur qui complète la Constitution, ou la loi organique. Bon, l'Assemblée nationale n'a pas de loi organique. L'Assemblée nationale, c'est la Constitution. Donc, le règlement intérieur donc, qui complète les dispositions constitutionnelles le stipule ainsi. Donc, nous sommes au point 17.3. Donc, nous sommes à l'article 17.3. Et donc, dans la matière, c'est très clair. Les deux vice-présidents suppléent le président en cas d'absence ou en cas d'empêchement de celui-ci dans l'exercice de ses attributions suivant l'ordre de leur élection. Premier vice-président, deuxième vice-président. Alors, d'autres membres du bureau qui sont aussi importants que les autres, là, nous parlons des questeurs de l'Assemblée nationale. Peut-être qu'il faut revenir un peu sur leurs fonctions. Vous voyez, la dernière fois à l'Assemblée nationale, il y a eu l'élection. Vous avez vu, le président de l'Assemblée nationale, il est de l'UP, le Renouveau. Le premier vice-président est du Bloc républicain. Le deuxième vice-président est du Parti des démocrates. Ouais, donc cette tête représente donc ce trio-là, qui n'a pas une présence particulière. Le trio ne décide pas. Il n'y a pas une direction à trois. C'est l'un qui dirige. C'est d'abord le président, qui est le patron de la maison, de l'institution. Mais en cas d'absence ou d'empêchement, il y a le premier vice-président, il y a le deuxième vice-président. Et vous voyez, l'équilibre a été fait. C'était important de le dire ainsi. En dehors des présidents et des vice-présidents, il y a les questeurs. C'est qui un questeur? Dans notre protocolaire, il y a les questeurs. Donc, les questeurs, comme le stipule l'article 17.4 donc, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, sur la haute direction et le contrôle du bureau, les questeurs sont chargés de la gestion administrative et financière de l'institution parlementaire. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée ni ordonnée sans leur avis préalable. Ils préparent de concert avec les membres du bureau le budget de l'Assemblée nationale qu'ils rapportent devant la commission chargée des finances. Voilà. Donc en clair, c'est un peu les responsables, c'est un peu les répondants au bureau de l'administration générale, notamment des questions liées au personnel et aux finances. Ces postes sont très sensibles du point de vue du point de vue financier. Et les questeurs, en clair, représentent un peu l'équivalent au gouvernement du ministre des Finances, ou bien à la présidente de la République de l'intendant. Bon, évidemment, actuellement, les réformes au palais ne donnent plus à l'intendant. Est-ce que même la fonction existe encore? C'est à voir. Mais bon, les questeurs sont les responsables au sein du bureau chargé des finances. Et rien ne peut réellement être fait côté financier sans leur avis.
Et c'est eux qui co-signent les chèques. Ils ont beaucoup de fonctions. Fonctions. Et c'est dans l'ordre, premier questeur, deuxième questeur. Parfois, les deux agissent ensemble. Alors, Agapit Napoléon Maforican, s'il arrivait que les deux questeurs de l'Assemblée nationale soient absents à une plénière, est-ce que une plénière aura lieu? Oui, les questeurs ne jouent aucun rôle en plénière. Donc, leur absence en plénière ne pose pas de problème. Mais il ne faudrait pas qu'ils soient absents de la maison parce que, tant que, du point de vue exécution, ils posent les actes qu'ils doivent poser, il n'y a pas de problème. Ils peuvent même s'absenter un mois. Et je ne sais pas combien de mois. Tant que les actes qu'ils posent permettent à la direction de la question, qui relève plutôt donc de l'administration parlementaire, si déjà ces actes sont gérés, les directions du personnel, je ne sais pas, tout ce qui... Tant qu'ils prennent les actes, ils peuvent ne pas être là, ils peuvent ne pas être présents. On peut même leur faire signer les documents ailleurs. Mais n'oubliez pas, ce même règlement intérieur précise que le président et les questeurs ont droit à une résidence de fonction au siège de l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi? Le président de l'Assemblée nationale et les deux questeurs sont tenus de résider au siège, dans la ville du siège. Ils ont droit à une résidence de fonction au siège. Ça veut dire qu'ils ne doivent pas être absents. Et parce que parfois, ils co-signent les chèques. Nous sommes dans l'article 17.6. Voilà, je ne sais pas quelle est la pratique au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des chèques, mais les deux sont l'un ordonnateur, l'autre est co-signataire et expressément chargé de la gestion administrative et financière. Donc, en la matière, on a besoin des deux. Et c'est pour ça que leur présence est exigée. Donc, leur absence au bureau n'est peut-être pas trop attendue ou exigée. Leur absence dans le périmètre de l'Assemblée nationale peut créer des problèmes parce qu'il peut y avoir un peu chèque mal libellé, tout se rapporte un peu, tout se joue autour de. Voilà. Alors, en matière financière et du personnel. Alors voilà, au-delà de tout ce que vous voulez de dire, qui est relatif aux avantages liés au poste de la questure, est-ce que... Ce n'est pas avantage, c'est les exigences de la fonction. C'est pas du tout, on n'est pas dans les avantages, on est dans les devoirs, on est dans les exigences. Le fait de résider n'est pas un avantage, c'est une exigence. Ça fait partie des exigences du poste. Et donc, ils sont contraints. Quand vous voulez postuler au poste de questeur, vous devez regarder ces contraintes-là. Bon, on a connu des questeurs qui ne résidaient pas par devoir. Hein. C'est en violation du règlement intérieur. Je ne sais pas si ces dispositions sont anciennes ou nouvelles, mais il y avait des questeurs qui ne résidaient pas par devoir. Voilà. Alors, puisque vous le dites, voilà, ce sont des exigences. Maintenant, au-delà de ça, est-ce qu'ils ont des avantages? Comme tout le monde du bureau, oui. Comme tout le monde du bureau. Par exemple? Véhicule de fonction, bureau, secrétariat. Les questeurs ils doivent résider, donc ils ont résidence pas là. Donc il y a beaucoup d'autres avantages. Je ne vais pas me mettre à libérer les avantages des membres du bureau de l'Assemblée nationale, ni du personnel. Mais l'État donne à ses serviteurs les moyens d'exercer leurs fonctions. Donc c'est des serviteurs de l'État. C'est des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Ils ont droit à des avantages. Et ceci, les questeurs en ont particulièrement, puisqu'ils sont tenus donc de rester au siège. Ça veut dire que là également, ils doivent avoir un personnel de maison, un certain nombre de personnes. Mais ça fait partie des contraintes de la charge. Hein. Quelque part, on voit ça comme des avantages. Mais bon, pour moi, je les prends plus comme des contraintes, parce qu'un député lambda doit avoir un forfait de prise en charge de logement. Et il réside chez lui. Donc, c'est important. Le questeur n'est plus un homme libre absolument de ses mouvements, puisqu'on lui fait exigence de vivre au siège. Voilà. Siège du Parlement. Alors, nous avons deux autres postes stratégiques au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Là, nous sommes avec les secrétaires parlementaires. Qui sont-ils? Les secrétaires parlementaires aident le président dans la direction des débats de l'Assemblée nationale. Nous sommes à l'article 17.5 donc, du règlement intérieur. Ils assistent le président dans la contrainte. Ils inscrivent les députés qui demandent la parole, contrôlent les appels nominaux, constatent les votes à main levée ou par assis, debout et dépouillent les scrutins. Les deux secrétaires parlementaires, bon, l'un peut agir déjà lorsqu'il y a un, ça peut déjà tourner. Voilà, donc ils suivaient également la rédaction des PV d'échéance. Voilà. Alors, pourquoi une plénière au cours de laquelle les deux secrétaires parlementaires sont absents, cette plénière-là ne peut se tenir? Parce qu'ils surveillent déjà, donc il faudrait bien que quelqu'un surveille les votes, s'il doit y avoir vote, c'est eux qui ont cette charge donc de surveiller le vote à main levée ou assis ou debout. C'est eux qui ont la charge donc d'assister le président pour la prise de parole et ainsi de suite. Donc alors, cette fonction ne peut pas être assumée par un administratif. Et bon, jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle de 2011, sans secrétaire parlementaire, il peut y avoir délibération.
Alors, une question qui me taraude un peu l'esprit. Est-ce qu'il est possible que le président de l'Assemblée nationale sanctionne un membre du bureau de l'Assemblée nationale? A priori non, puisque leurs relations ce pas des relations de collaboration, c'est une relation institutionnelle, même si parfois elle est verticale, même si la hiérarchie est verticale, il ne peut pas le sanctionner. Il peut soumettre la situation au groupe parlementaire, ils peuvent faire un rapport débattu en plénière qui peut déboucher sur le remplacement. Je pense que le sanctionner un membre du bureau. Vous voyez, regarde, les vice-présidents, ils n'agissent que lorsque le président n'est pas là. Donc, pourquoi il va les sanctionner? Au nom de quoi? Lorsqu'on est en plénière, lorsque l'Assemblée nationale est en plénière, ou débat, ou en commission, ces responsables-là sont également membres de commission normalement, et sont des responsables de plénière. Les vice-présidents ne sont pas au podium lors des plénières, ils sont assis dans le public, parce que c'est des députés d'abord. Donc, il peut y avoir des sanctions en tant que député. Et là encore, c'est des petites sanctions administratives ou pécuniaires. Je ne sais pas ce qui est prévu à l'Assemblée nationale, mais il peut y avoir ces sanctions-là, mais que le président sanctionne comme il sanctionnerait un agent, son garde-corps, ou bien ça, c'est des particuliers. Non, c'est des élus. Ils sont élus comme lui, d'abord, en tant que député, et ils sont élus comme lui, en tant que membre du bureau, même si lui, il est le président et les autres l'assistent. À ce sujet, quelques anecdotes à partager avec nous. Connu, pas trop. Disons que je pourrais éventuellement évoquer la relation assez délicate entre Adrien Ngwedi et Maxime Kwedjissi. L'anecdote, c'est que alors que Ngwedi était inscrit dans l'opposition, le parti, le PRD, et que la RB jouait un peu au milieu des deux, entre Kérékou et Ngwedi. Kwedjissi, qui est un député RB, premier questeur de l'Assemblée nationale, je pense que c'est la deuxième législature. Kwedjissi a pu offrir le bâtiment qui sert aujourd'hui de annexe du secrétaire général administratif donc, de l'Assemblée nationale. C'était la campagne contre la faim. C'était un vieil immeuble qui abritait la campagne nationale contre la faim. Et donc, qui a retombé dans le giron parlementaire. Et alors que Kérékou a créé le ministère pour chercher des relations avec les institutions porte-parole du gouvernement, dirigé par Akindes, dont le ministre était Akindes, Adépéjou Sylvain. Adépéjou qui va aux plénières de l'Assemblée nationale, mais qui démarre à 10h, qui est censé démarrer à 10h, qui démarre parfois à 15h. À 18h. Parfois, ils démarrent, ils font suspension et il est obligé de rester là. Alors, il a demandé qu'on lui trouve quand même un bureau pour qu'il s'y mette pendant que les gens sont en débat, pour qu'il lui puisse quand même se... Alors bon, pendant que Adrien Ngwedi dit que c'est pas possible, nous n'avons pas les moyens, Kwedjissi avait déjà donné les moyens pour qu'on leur donne, on a aménagé un bureau pour Akindes et son cabinet d'ailleurs, et donc le bâtiment en question était plutôt occupé par le ministère des Relations avec les institutions. C'était lui, et la société civile et les besoins de l'extérieur, c'était ça. Il n'était pas porte-parole, mais il était ministre des Relations avec les institutions, la société civile et les besoins de l'extérieur. Et donc, pendant que lui, ministre de son cabinet, presque se sont installés, ses collaborateurs qui viennent au Parlement, il s'est rapproché un jour de Adrien, au regard donc du fait que, bon, j'ai un petit bureau ici, mais ça ne me permet pas de me reposer. Ah, mais nous, on n'a pas les moyens, mais vraiment, si on avait les moyens, on vous aurait mieux offert. Bon, alors pendant ce temps, il avait déjà son bureau de l'autre côté, parce que le questeur en a voulu ainsi. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Oui, il arrivait qu'entre le questeur et le président, ça ne tourne pas trop. Mais bon, les deux, ils ont une responsabilité partagée. Et alors, quand vous regardez un peu la configuration actuelle, vous allez voir que le premier questeur est de l'Union progressiste au nouveau. Le second est du BR. Ils estiment qu'ils s'entendront pour conduire la BAC comme il faut. Voilà. Tant que le premier questeur est disponible, normalement la maison doit tourner. Et tant qu'il n'y a pas de conflit direct entre le président et le questeur, ça tourne encore beaucoup mieux. Alors, il y a une actualité que vous allez partager avec nous. L'élection du président Vlavonou semble être mal vue par certaines personnes qui accusent le président de la République de non-respect de l'équilibre régional. Ce débat a commencé sur les réseaux sociaux depuis dimanche, depuis que le bureau a été rendu public, disons que ça fait partie donc de ces types de rhétorique ou d'écrits, de gesticulations des gens. C'est une littérature qu'on a découverte lors de la conférence nationale par des gens qui croyaient qu'ils utilisaient des raccourcis pour avoir, disons, voix au chapitre. Ils ne savent pas que le Bénin est un. Et parce qu'il est un,
Les gens doivent comprendre que simplement qu'il n'y a pas, dans notre constitution, nul n'a parlé donc d'équilibre interrégional dans les postes, dans ci ou dans ça. Lorsque le poste est électif ou le poste est nominatif, quand c'est électif, dès que vous remplissez les conditions, vous allez aux élections. Quand c'est nominatif, celui qui vous nomme est le seul à apprécier les critères où il doit vous nommer. Cette affaire d'équilibre régional est un leurre. Ça ne veut pas dire hold-up des gens qui aiment les raccourcis. On taxe le président Vlavolon de sudiste. Ça dépend d'abord, ces expressions sudistes, nordistes, bon, c'est des expressions péjoratives. Parce que, comme je dis, le BD est le passeport que nous détenons nous tous. Est-ce que ce passeport a mis nordiste, sudiste? Avant, dans les coutumes, on mettait religion, mais c'est des données qui ne sont pas nécessaires. Parce qu'on a... Bon, pour les statistiques, oui. Pour les statistiques, oui, ça permet de suivre. Mais sur le cas d'identité nationale, un passeport n'avait pas besoin de ces données-là. Aujourd'hui, vous ne l'envoyez pas. Les questions auxquelles les autres niveaux institutionnels auxquels on fait allusion, c'est de peu. Si moi je regarde simplement le corpus actuel, au moment où Batoko quittait la Cour suprême, il y avait la Cour des comptes qui est arrivée. Ceux qui disaient la Cour des comptes, il faut regarder d'où elle vient. Alors, moi, Bruno était à la Cour constitutionnelle, ce n'est pas la même logique géographique que ce qui se passe aujourd'hui, que la réalité aujourd'hui. Donc, ceux qui sortent ces genres d'idées, c'est ceux qui ont des visées et qui utilisent ces formules pour préparer le terrain au conflit. On les connaît d'ailleurs. C'est ceux qui les relayent également sont autant pyromanes que ceux qui les remuent. Mais c'est quand même dommage parce que quand ça s'embrase, il n'y aura pas du Nord ni du Sud. Oui, ces gens d'analyse mettent en péril la cohabitation. On a déjà connu ça. Et ceux qui mettent ce débat sur le tapis, c'est ceux qui ont déjà d'énormes moyens, ils peuvent tomber sur des hôtels rapidement ailleurs. Et pendant que les masques qu'ils manipulent sont là à se faire tuer, peut-être blessés, handicapés à vie, eux, ils sont dehors du pays. Voilà la réalité. Je ne comprends pas pourquoi certains se laissent toujours aller à ces gens de légèreté inadmissible. Mais bon, ça fait partie peut-être de la liberté ou du libertinage découlant. Non, ça c'est pas. C'est un déni de liberté. C'est un excès, une exagération qui n'a même d'autre visée que de créer l'insécurité dans la cohabitation. C'est mettre un peu de la tension dans le vivre ensemble des populations. Alors qu'on sait que du nord au sud et de l'est à l'ouest, les Béninois vivent de manière harmonieuse et que ce n'est que ces politiciens à court d'ambition qui utilisent ça pour remuer. On se relève progressivement des situations de 2019, 2020, 2021 et voilà, on nous ramène encore ces genres d'ineptie. Je pense que chaque Béninois, qu'il soit du nord du pays, du sud du pays, de l'est du pays ou de l'ouest, il faudrait que les gens essayent de s'insurger contre cette formule utilisée par certains qui adorent ce type de raccourci pour trouver leur place au soleil ou pour s'y maintenir. Merci Agapite Napoléon Maforican. C'est tout pour Parlons Gouvernance de ce jour. On se retrouve demain pour d'autres informations. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à demain.